Alors, on commence cette première séance qui concerne le développement web front-end. On dit aussi le développement web frontal. Donc, c'est la partie du code qui concerne ou bien qui fonctionne du côté du client. On parle ici de l'HTML, du CSS, de JavaScript, donc tout ce qui est technologie, CSS, technologie de JavaScript. Et donc, aujourd'hui, nous allons travailler sur JavaScript. Déjà, la différence entre HTML, CSS et JavaScript, c'est que HTML est dédié à la définition de la structure d'une page web. Donc, il permet de définir la structure. Pour structurer une page sous forme de balises. Bien sûr, la page web peut intégrer des images, donc, du texte, des tableaux, des vidéos et ainsi de suite. Et puis après, donc, on peut intégrer des feuilles de style, donc le code CSS, pour la raison de la mise en forme du contenu. Donc, le contenu à présenter, c'est-à-dire le contenu qui existe à l'intérieur de la page web HTML. Et il y a aussi la partie JavaScript, et donc, qui permet de rendre la page web interactive. Donc, c'est la partie qui concerne le comportement de la page web. Et donc, dans cette page, on peut intégrer des animations. On peut, bien sûr, rendre un certain élément de la page web interactif, et ainsi de suite. Alors, en ce qui concerne la définition de JavaScript, JavaScript est un langage de programmation couramment utilisé dans le développement web, donc est un langage de script. Il a été développé à l'origine par Netscape comme un moyen d'ajouter des éléments dynamiques et interactifs au site web. C'est-à-dire, on va rendre un site web interactif. Bien sûr, JavaScript n'est pas Java. Et donc, bien sûr, vous avez déjà vu le langage de programmation Java. Et donc, Java est un langage de programmation purement orienté objet. C'est un langage qui permet de développer des applications desktop. Il permet aussi de développer des applications web, c'est-à-dire il y a la possibilité de l'intégrer dans une page web. Ça, c'est le cas du GSP. Vous avez déjà vu le GSP, vous avez déjà créé des servlets. Il y a aussi des frameworks J2E qui sont basés déjà sur le langage de programmation Java. JavaScript, c'est un langage de script, donc on peut l'intégrer avec d'autres langages de programmation. Donc, le cas, bien sûr, si vous voulez établir la communication entre JavaScript et le langage de programmation, PHP, JavaScript et d'autres langages de programmation aussi. Donc, en ce qui concerne l'intégration de JavaScript, donc il y a deux façons, soit en ajoutant le code JavaScript à l'intérieur de l'élément script, et entre la balise ouvrante et la balise fermante, on peut écrire le code JavaScript. Ou bien la création d'un fichier qui porte l'extension JS à part. Un fichier dans lequel nous allons stocker le code JavaScript. Et puis après, nous allons mettre en relation la page web, la page qui porte l'extension HTML, PHP ou n'importe quelle extension. L'essentiel, c'est d'avoir une page web. Voilà, donc ça, c'est la deuxième méthode. Donc, regardez, donc ici, il y a la possibilité d'utiliser la propriété SRC. La propriété SRC, il y a l'attribut SRC de la balise script. Et ça, c'est le nom du fichier externe, myscript.js. Alors, il y a des méthodes déjà prédéfinies, donc comme la méthode log de l'objet console. Et donc, console.log permet d'afficher un message dans la console web. Et donc, bien sûr, on peut voir au fur et à mesure des exemples. Donc, je vais aller donc, au dossier div front. Si je vais créer un dossier, par exemple, dossier pp JavaScript. pp JavaScript. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais créer une page web. Donc, par exemple, page.html. Page.html. Alors,
ouvrons le fichier page.html. Donc, je vais commencer par la définition de la structure de la page, donc les balises de base. Alors, donc ici, à l'intérieur de la balise head, donc, bien sûr, vous voulez à l'intérieur de body, donc juste avant la balise de fermeture body, on peut créer la balise scripts. Donc, scripts. Et donc ici, entre ces deux balises, je peux afficher un message dans la console en utilisant l'objet console et puis la méthode write. Donc ici, bonjour tout le monde. Voilà. Bonjour tout le monde. Voilà. Alors, on va vérifier. Et donc, bien sûr, il n'y a rien ici car le message sera affiché dans la console. Et donc, pour afficher la console, donc là, je vais cliquer sur outils supplémentaires et puis après, outils de développement. Et donc, ici, il y a un message d'erreur. Non, c'est console.log. C'est console.log. 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 Alors, actualiser. Voilà. Regarde. Bonjour tout le monde. Alors, donc, si vous voulez afficher dans la page web, vous devez utiliser l'objet document. L'objet document. Donc, document. Point, write. Donc, la méthode write de l'objet document. Et donc, le message ENSA de Tanger. Alors, on vérifie maintenant, actualiser. Donc, voilà, ENSA de Tanger. Donc, il est affiché maintenant dans la page web. Et donc, ici, j'ai affiché dans la console. Bien sûr, le langage JavaScript n'est pas fortement typique. Donc, ce n'est pas la peine de spécifier le type de la variable. Donc, il y a la possibilité d'utiliser le mot-clé var ou le mot-clé let's. Donc, après, on va voir la différence entre les deux, la différence entre var et let's. Et à la variable créée, on peut affecter n'importe quelle valeur, donc une valeur de n'importe quel type, chaîne de caractères, entier, réel, et ainsi de suite. Donc, je vais par exemple créer une variable, et c'est le cas de PHP. Donc, var, en PHP, on utilise $x. Et bien sûr, en JavaScript, var x, et puis la valeur initiale de la variable x est 10, par exemple, et puis var y reçoit, ou bien directement, sans utiliser le mot-clé var, y reçoit 20. Et donc, la variable x et la variable y, ce sont des variables globales. Donc, elles sont accessibles à l'intérieur de tout le script. Alors, maintenant, je vais par exemple calculer la somme de deux variables. Et donc, somme reçoit x plus y. Somme reçoit x plus y. Et puis, donc ici, je vais afficher la valeur de la variable somme. Alors, par exemple, la somme de plus x, et donc plus est un opérateur de concaténation, vous l'avez déjà utilisé en Java, donc plus x, plus et, plus y, plus et, plus somme. Alors, on vérifie maintenant. Et donc, x égale à 10, y égale à 20, actualisé. Et donc, la somme de 10 et 20 est 30. La somme de 10 et 20, de 10 et 20 est 30. Alors, par exemple, ici, juste pour vous montrer la différence entre let's et var. Alors, if x égale à y,
if x égale à y, ou bien if x est différent de y, c'est l'opérateur différent de. C'est l'opérateur que vous avez l'habitude de l'utiliser en PHP, en Java, et en C, C++, et ainsi de suite. Alors, if x différent de y, j'écris un bloc, donc un bloc délimité par les deux accolades, et à l'intérieur de ce bloc, je vais créer une variable locale. Let's, par exemple, x reçoit 40. Let's x reçoit 40. Et donc, x ici sera considéré comme étant une variable locale créée à l'intérieur du bloc. Donc, sa portée dépend du bloc là où il est créé. Alors, oui? Donc, var nous permet d'avoir une variable globale qui a la portée globale. Mais avec let's, il y a la possibilité de créer une variable locale, donc à l'intérieur d'un bloc. Et donc, ici, par la suite, là, il y a, juste après le bloc, il y a somme reçoit x plus y. Et donc, quel sera le résultat d'affichage? Alors, x reçoit 10, y reçoit 20. Et c'est if x est différent du y. Donc, x est déjà différent du y normalement. Let's x reçoit 40 et puis somme reçoit x plus y. Donc, normalement, on doit avoir comme valeur 60. Mais le résultat d'affichage sera 30. On va toujours avoir 30 car x ici sera considéré comme étant une variable locale créée à l'intérieur du bloc. Et donc, nous allons considérer la valeur du x qui est créé à l'extérieur du bloc. Et donc, on va actualiser toujours 30, oui. Aucune modification, toujours 30. Alors maintenant, avec var, regardez, avec var x reçoit 40. Donc, la portée maintenant de x est globale. Et donc, il y aura la modification de la valeur initiale du x. Et donc, le résultat d'affichage sera, voilà, 60. Alors, on vérifie maintenant. Voilà, la somme de 40 et 20 est 60. Et donc, c'est ça la différence entre let's et gets. Donc, j'ai essayé de vous donner un exemple très simple qui montre la différence entre les deux. Bien sûr, en ce qui concerne les structures conditionnelles, on va utiliser la même syntaxe que celle de C, de C++, de Java et ainsi de suite. Alors, par exemple, voilà, regardez, if x différent du y, donc les mêmes opérateurs de comparaison, supérieur, supérieur égal, supérieur inférieur strictement, inférieur égal, donc l'opérateur différent de, l'opérateur d'égalité. En ce qui concerne les opérateurs d'égalité, ou bien l'opérateur d'égalité. Alors, par exemple, ici, x reçoit 10, y reçoit 20. Et je vais faire un test ici. If x égale y, if x égale y, donc document, point, write, alors, donc x égale à y. Else, document, point, write, x différent du y. X, donc x est différent de y, par exemple. C'est juste un message que nous allons afficher. Alors, on vérifie maintenant. Actualiser. X est différent du y, et c'est normal. Alors, il y a la méthode alerte. La méthode alerte, cette méthode affiche un dialogue d'alerte contenant le texte spécifique. Par exemple, ici, alors, var note reçoit 12.
Alors, if note supérieure ou égale à 10, alerte, validé. Alerte validée. Alors, else, alerte. Par exemple, rattrapage. On vérifie. Actualiser. Voilà. Validé. Donc, il nous a affiché validé. Alors, donc ici, var non, donc permet de déclarer une variable d'une manière simple. Let prénom, donc similaire à var, mais avec moins de portée. Donc, je vous ai déjà montré un exemple, c'est que j'ai défini à l'aide de let une variable du bloc dont la portée est locale, c'est-à-dire liée au bloc dans lequel elle a été créée. Il y a const adresse, donc permet de déclarer une constante disponible uniquement en lecture. Donc, si vous voulez déclarer une constante, c'est-à-dire sa valeur sera non modifiable, c'est-à-dire elle sera accessible toujours en lecture seule. En ce qui concerne les opérateurs, donc plus l'addition, moins, étoile, slash, l'opérateur d'affectation, l'opérateur modulo, et donc les mêmes opérateurs que vous avez déjà utilisés. Ça, c'est ou logique, ça, c'est and logique, et ça, c'est non logique. If not A égale à B, if not A supérieur à B, ainsi de suite. Des opérateurs de comparaison. Et donc, il y a l'opérateur d'égalité, voilà, qui permet de vérifier l'égalité de deux variables. Et l'opérateur d'identité, donc, il permet de vérifier si s'il s'agit d'une même référence. Ou bien si les deux variables, voilà, sont identiques, mais en termes de référence. C'est-à-dire, ils font référence à un même emplacement au niveau de la mémoire. Alors, opérateur de différence, opérateur de non-identité, opérateur d'infériorité stricte, et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est pour les structures conditionnelles. Donc, c'est la même chose que les autres langages de programmation que vous avez vus. Voilà, ça, c'est juste un exemple. Un autre exemple. Et donc, la boucle. Et donc, bien sûr, la même syntaxe que celle du langage de programmation C, C++ et PHP. Donc, for, var, i ou bien for, i directement. On soit 0 et inférieur à 5 et plus, console.log i. C'est pour afficher des valeurs de 0 jusqu'à 4. Et bien sûr, dans la console. L'affichage sera dans la console. La boucle while, donc while condition. Donc, while est supérieur à 0, console.log, i moins moins, do while, de la même manière. Voilà. Et puis, les tableaux. Et donc, il y a deux syntaxes. Donc, soit var t reçoit, entre crochets les valeurs, ou bien var t reçoit new array, si vous voulez utiliser le mot-clé array, ou bien, donc, var t reçoit juste des crochets, puis après, on affecte des valeurs. Donc, t point, t de i, ou bien t de 0, t de 1, t de 2, et ainsi de suite. Il y a aussi des fonctions prédéfinies comme la fonction poche et la fonction pop. Donc, si vous voulez ajouter un élément à la fin du tableau ou retirer un élément du tableau. Donc, on peut vérifier. Alors, la création d'un tableau, par exemple, donc T reçoit, donc ici 10, Ahmadi, virgule, Ensat, virgule, donc GI, ou bien G-info, génie informatique. Et donc, en ce qui concerne l'affichage, donc si vous voulez juste effectuer un test, vous pouvez afficher directement la variable T dans la console. Donc, console.log, directement T.
c'est le cas de l'utilisation de la fonction vardamp. Le cas de l'utilisation de vardamp en PHP. Et donc, si vous voulez juste voir le contenu de la variable t, donc console.log directement. Donc, regardez le résultat ici, actualisé. Voilà, il nous a affiché. Il s'agit d'un tableau. C'est comme le cas de vardamp $t de PHP. Et donc, il nous a dit que t est un tableau. À l'indice 0, la valeur 10 est associée. À l'indice 1, Ahmadi est associé, et ainsi de suite. Donc, il y a des indices et des valeurs. Et la taille du tableau est 4. Et donc, si vous voulez afficher ces informations, par exemple, ici, I reçoit 0, I inférieur. Donc, on ne sait pas quelle est la taille du tableau. Et donc, il y a l'accès à la propriété length. La propriété length. Et donc, I inférieur à t point length. Point virgule I plus plus. Et puis console.log t de I. Alors, on vérifie maintenant l'affichage actualisé. Voilà le résultat. Donc, 10, Ahmadi, Ensat et Géniinfo. Alors, il y a la possibilité d'ajouter un élément à ce tableau. Donc, t.poche. Alors, par exemple, 15,25. 15,25. On vérifie, actualisé. Il nous a affiché 15,25. Donc, c'est déjà disponible. Je cherche à la place de l'ajout. Donc, au lieu d'empiler, je vais dépiler par exemple. Donc, au lieu de poche, pop. Il y a la fonction pop. Et donc, c'est-à-dire, on va enlever le dernier élément. Et quel est le dernier élément du tableau? C'est Géniinfo. Donc, on va enlever Géniinfo. Et donc, lors de l'affichage, nous allons afficher 10 Ahmadi et Insat. Actualiser. Voilà, donc 10 Ahmadi et Insat. Voilà. Et donc, voilà, donc ça c'est pour les tableaux. Donc, il y a la possibilité de créer des objets aussi. Donc, on peut créer des objets. Alors, si vous voulez créer un objet, par exemple, un tableau des objets. Un tableau des objets, donc étudiant. Un tableau des étudiants. Donc, reçoit. D'abord, il s'agit d'un tableau. Et c'est un tableau des objets. Alors, j'ai effacé scripts. Et donc, il s'agit d'un tableau des objets. Et donc, le premier élément est un objet. Il est caractérisé par le code 10, le nom Ahmadi, le prénom, par exemple Amin. Ça, c'est le premier objet. Et puis le deuxième objet. Donc, par exemple, ici, la note 16. Ici, la note. Alors, note 2.16. Ici, note 2.13. Et puis le troisième objet, donc ici le code 30. Ici 20. Le nom. Ici, par exemple, Slimani. Sarah. Ici, Muhtadi. Par exemple, Iman. Et la note 2.13.
Par exemple, 12. Alors, donc il s'agit ici d'un tableau d'objets. Un tableau qui contient 3 objets. Maintenant, pour l'affichage des éléments de ce tableau, donc on peut utiliser une boucle. Si vous voulez juste afficher le tableau dans la console, console.log, directement étudiant, juste pour voir la description de notre variable. Alors, regardez, donc il y a 3 objets. L'objet 1 est accessible via l'indice 0, l'objet 2 est accessible via l'indice 1 et l'objet 3 est accessible via l'indice 2. Voilà, donc regardez ici, il y a le code, le nom, la note, le prénom. Ici, la même chose, code, nom, la note et le prénom, et ainsi de suite. Alors, en ce qui concerne maintenant l'affichage, comment peut-on afficher ces informations? Donc, il y a la possibilité de représenter ces informations à l'intérieur d'un tableau HTML, donc si vous voulez. Alors, donc d'abord, document.write, la balise table, suivie par, alors ici, donc la balise TR, la balise TH, et donc il y a code. Je ferme la balise TH, et puis TH, le nom, je ferme TH, et puis TH, prénom, et puis TH. Alors, la fermeture de la balise TR. Voilà. Et donc, ici, document.write, la fermeture du table. Alors, on vérifie. Actualiser. Et donc, il y a le code, le nom, le prénom. Bien sûr, vous pouvez ajouter aussi la note. Alors, je vais remplacer le prénom par note. Maintenant, une boucle. Alors, une boucle pour afficher l'ensemble des informations. Et donc, la boucle for i reçoit 0,i inférieur à étudiant, point length, point virgule i plus plus, et puis document, voilà, point write. Alors, on aura besoin d'une autre ligne. Alors, donc, copier. Alors, CTRL V. Et donc, ici, juste par rapport au mot code, nom et note, on va les remplacer par leur valeur. On va les remplacer par leur valeur. Alors, ici, plus. Alors, point virgule. Alors, plus étudiant, de i, étudiant de i point, point le nom. Étudiant de i point, point le nom.
Et puis la même chose ici. CTRL V. Donc ici, point, alors ici, point code. Ici, point nom. Ici, point note. Alors, on lance l'exécution. Donc, nous allons vérifier. Actualiser. Donc, voilà le résultat d'affichage. Et donc, le code, le nom et la note. Donc, j'ai affiché l'ensemble des informations. Maintenant, si vous voulez, trier ce tableau. Comment peut-on trier ce tableau? Oui? Donc, on peut développer une fonction qui permet de trier le tableau. Ou bien l'utilisation de la fonction prédéfinie source. Comme il y a pop, il y a poche, il y a aussi source qui permet de trier les éléments d'un tableau. Alors, on peut développer notre propre fonction. Et donc, comment peut-on développer des fonctions en JavaScript? Et donc, on va voir comment créer des fonctions. Et donc, je vais par exemple créer un fichier JavaScript à l'extérieur. On va créer un fichier JavaScript à l'extérieur et dans lequel je vais créer mes fonctions. Donc, par exemple, la fonction trier, trier le tableau. On a un tableau d'objets et on va le trier. Donc, je vais créer un fichier JavaScript, un fichier qui porte l'extension JS. Donc, ici, script.js. Alors, script.js, à l'intérieur de ce fichier, je vais développer une fonction. Et donc, comment développer des fonctions en JavaScript? On va utiliser le mot-clé function. Et c'est le cas de PHP. Function, trier. Function, trier. Entre parenthèses, un paramètre. Entre parenthèses, un paramètre. Bien sûr, je ne vais pas spécifier le type du paramètre. Donc, par exemple, ETD. Paramètre ETD. Et donc, à l'intérieur, nous allons, par exemple, utiliser le triabule. Le triabule pour trier le tableau. Et donc, là, je vais utiliser une variable permute. Permute reçoit, alors true, et puis while, permute, while permute. Permute reçoit false. Donc, vous l'avez déjà vu en langage de programmation C++. Donc, permute reçoit false. Maintenant, la boucle for, i reçoit 0, point, virgule, i inférieur à etd.length. Point, virgule, i plus plus. Et puis, on va vérifier if etd de i. Il s'agit d'un tableau d'objets. Point. Alors ici, moins 1. If etd de i. Point note est supérieur à etd de i plus 1. Point note. On va effectuer la permutation. Mais là, il faut utiliser un élément auxiliaire. Donc, par exemple, une variable temporaire, tmp, reçoit etd de i.note, etd de i.note, et etd de i.note reçoit etd de i plus 1.note, et puis etd de i plus 1.note. Alors ici, non, la permutation des objets et pas bien sûr des propriétés qui caractérisent les objets. Et donc, etd de i reçoit etd de i plus 1
ETD de I plus 1 reçoit TMP. Voilà. Et là, une permutation a eu lieu, et donc permute va devenir true. Et donc, tant qu'il y a des permutations, on va refaire la série de comparaisons. Voilà. Et donc, nous allons utiliser cette fonction. Et donc, je vais prendre le nom de la fonction. Allons à notre page HTML. Donc, il faut mettre en relation les deux fichiers. Donc, il faut intégrer ce code externe à l'intérieur de notre page web. Donc, nous allons utiliser scripts. Donc, scripts .src. Donc, ici, on reçoit script.js. Alors, juste pour vérifier, à l'intérieur de la fonction, je vais afficher un message. Alerte. Salut. On va vérifier, donc actualiser. Voilà, il nous a affiché salut, c'est-à-dire il y avait un appel à la fonction. Actualiser, voilà, il n'y a aucun problème. Voilà. Je pense que j'ai utilisé un nom incorrect pour le fichier. Peut-être que je n'ai pas utilisé l'extension, donc je n'ai pas fait attention. Alors, donc ici, est-ce que le tableau est trié? Voilà, le tableau est bien trié. Voilà, le tableau est bien trié. Donc, il y a la possibilité d'utiliser la fonction sort. Il y a la possibilité d'utiliser la fonction sort. Alors, et donc, je reviens à page.html. Je ne vais pas utiliser la fonction tri. Je vais la mettre en commentaire. Regardez le résultat d'affichage. Le tableau n'est pas trié. On va essayer maintenant de le trier en utilisant la fonction sort. Alors, étudiant, point sort. Étudiant, point sort. Et bien sûr, cette fonction permet de trier seulement des nombres qui contiennent un seul chiffre. Et déjà, il faut aussi définir le critère à considérer pour le tri. Donc, nous, on a un tableau d'objets. Et vous allez trier ce tableau à base de quels critères? Le tri à base du nom, du prénom, de la note, du code. Donc, il faut préciser le critère. Alors, il y a la possibilité d'utiliser des fonctions anonymes, donc function. Et entre parenthèses, donc là, par exemple, n,m. Et puis à l'intérieur, ici, retourne le résultat de n point note moins m point note. Donc, on va vérifier maintenant. Actualiser. Voilà le résultat. Le tableau est bien trié. Donc, j'ai déjà défini le critère de tri, qui est la note. Donc, la comparaison de n.note avec m.note. Et donc, il va comparer deux éléments. Le premier avec le deuxième avec, et ainsi de suite. Et donc là, bien sûr, ça sera à l'intérieur de la fonction prédéfinie sort. Il y aura cette comparaison à base du critère note. Et donc, ici, il y a la différence. Donc, si la valeur est, ça dépend du résultat. Est-ce qu'il est supérieur à 0 ou inférieur à 0? Donc, s'il est supérieur à 0, c'est-à-dire la première note est supérieure
à la deuxième. Et s'il est supérieur, là, il faut inverser les deux éléments. Il faut inverser les deux éléments, c'est-à-dire modifier l'indice du deuxième élément. Il doit prendre l'indice du premier. Alors, il y a la possibilité d'utiliser des fonctions fléchées. Donc, directement, nm n.note n.note moins m.note. Et donc, si vous avez déjà vu le langage C# ou bien si vous avez déjà vu les expressions lambda en C# ou en Java, donc on utilise ce symbole. Oui. Alors, on vérifie maintenant. Actualiser le même résultat. Donc, on a eu un même résultat. Voilà. Donc, ça, c'est la première version. Je vais la mettre en commentaire. Et ça, c'est la deuxième. La deuxième proposition. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à vous montrer? Donc, on a vu comment créer un tableau, comment créer un tableau d'objets, comment créer un objet si vous voulez créer un seul objet. Donc, directement, le nom de l'objet reçoit donc des accolades. Entre accolades, on définit les noms des attributs, donc le code, et puis la valeur, nom, par exemple, puis la valeur, prénom, puis la valeur, et ainsi de suite. Et il y a la possibilité d'utiliser une classe prédéfinie object. Donc, par exemple, on reçoit new object. Alors, ça, c'est pour les fonctions. Et donc, nous venons de créer une fonction qui permet de trier un tableau d'objets. Et donc, function, le nom de la fonction et la liste des paramètres. Et donc, retourne valeur si la fonction renvoie une valeur. Si la fonction envoie une valeur, retourne valeur. Un exemple d'une fonction qui permet l'affichage des éléments d'un tableau. Donc, nous avons déjà vu comment afficher les éléments d'un tableau. Et donc, voilà le tableau qui est créé. Donc, l'appel à la fonction affichée. Donc, vous allez trouver ces exemples dans le cours. Et donc, fonction avec des arguments. Donc, ici, il y a la possibilité d'utiliser une variable qui fait référence à une fonction. D'utiliser une variable qui fait référence à une fonction. Donc, je vais par exemple créer une fonction message à l'intérieur du fichier script.js. Fonction qui porte le nom message. Donc, function message. Ici, par exemple, la variable m, de type entier, réel, n'importe quel type, un type dynamique. Et à l'intérieur, par exemple, document, point, write, bonjour plus m. Bonjour plus m. À l'intérieur de page.html, je vais déclarer une variable qui fait référence, une variable, par exemple, fct, qui fait référence à la fonction message. Donc ici, alors, déjà d'après ce que je vous ai montré, et donc ici, la création d'une fonction anonyme référencée par la référence, et puis l'utilisation de cette référence comme étant une fonction. Et donc, fct reçoit message. Voilà, fct reçoit message. Et puis, fct
FCT, donc ici, un LMI par exemple, et on vérifie. Bonjour LMI, vous voyez? Donc, j'ai utilisé la variable FCT, est une variable qui fait référence à la fonction message. C'est une variable qui fait référence à la fonction message. Et puis, au lieu d'utiliser la fonction message, j'ai utilisé la référence FCT. Et donc, en langage de programmation C, on parle des pointeurs de fonction. Donc, vous avez déjà vu des pointeurs. Donc, un pointeur qui est une variable dont la valeur est une adresse. Et il y a aussi ce qu'on appelle des pointeurs des fonctions. Un pointeur qui pointe vers une fonction, un pointeur qui a l'adresse d'une fonction. Et en C#, on parle des délégués. On parle des délégués. Et donc, les délégués, ce sont des pointeurs de fonction en langage de programmation C et C++. Et donc, ici, la variable FCT est une variable qui fait référence à la fonction message. Alors, donc, il y a la possibilité donc, de faire référence à une fonction anonyme. Donc, var FCT, par exemple, reçoit function. Reçoit function. Reçoit function. Et donc, ici, à l'intérieur, donc, document, point, alright, je suis une fonction anonyme. Je suis une fonction anonyme. Cette fonction n'a pas de nom, mais elle est référencée par la référence FCT. Et donc, maintenant, pour l'appel à la fonction, regardez, je vais lancer l'exécution. Il n'y a rien. Maintenant, l'appel à la fonction, donc FCT, et on lance l'exécution. Je suis une fonction anonyme. Donc, une fonction, par exemple, on va l'utiliser juste pour effectuer un traitement quelconque et on va récupérer la valeur. Alors, donc, par exemple, si la fonction renvoie quelque chose, donc ici A, virgule B. Et donc, ici, retourne A plus B. Et puis, document, point, right, la somme est plus FCT. La somme est. Alors, on vérifie. La somme est donc là, il nous a affiché le message not a number. Alors, oui. Des paramètres, oui, bien sûr, oui. J'ai oublié de passer les paramètres. Merci. Alors, par exemple, 3,6 et donc 3 plus 6 égale à 9. Voilà. Voilà, donc ça, c'est pour le slide qui concerne les fonctions anonymes. Et donc, je vous ai déjà montré des exemples qui concernent les fonctions anonymes. Donc, maintenant, on passe à la suite, les objets. Alors, JavaScript est conçu autour d'un paradigme simple basé sur les objets. Un objet est un ensemble de propriétés, donc vous connaissez déjà la définition de l'objet. Une propriété est une association entre un nom, donc aussi appelé clé, et une valeur. Alors la syntaxe, donc soit la création d'un objet en utilisant cette syntaxe, donc var étudiant reçoit entre les deux accolades le code de point valeur, le nom de point valeur 2, le prénom de point valeur, la valeur du prénom et ainsi de suite. Ou bien l'utilisation de la classe object, l'utilisation de la classe object. Par exemple, donc créons un objet, ici par exemple. Donc E reçoit new object. Reçoit new object. Et puis,
E.code reçoit, donc E.code reçoit 40, E.nom reçoit Rasmus, E.prénom reçoit Lerdorf et E.note reçoit par exemple 18. Et puis, donc ici, nous allons ajouter l'objet E. Et l'objet E est déjà créé. On va vérifier. Voilà, il nous a donné le quatrième objet. Et donc ici, la note est 18. Alors, on va rendre la note, par exemple, 10. Alors, ici, 10, par exemple. On vérifie maintenant. Voilà. Car nous avons trié le tableau. Et donc, c'est la raison pour laquelle il a déplacé Rasmus vers le début du tableau. C'est bon jusqu'à maintenant? Bien sûr, vous allez trouver les différents exemples. Voilà, donc ici, ça c'est un tableau de 4 objets. Chacun a 2 propriétés, nom et ville. Il y a la possibilité d'utiliser la syntaxe de fonction si vous voulez parcourir un tableau. Donc, le tableau .forEach. Et donc là, ici, on a une fonction, function, person, console.log. Et donc ici, l'affichage, donc personne.nom et ainsi de suite. Des questions par rapport à la première partie? Est-ce que vous avez des questions par rapport à la première partie?